France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour en Palestine et en Israël ce soir. Entre Israël et la Palestine, il y a la guerre. Comme ils nous bombardent, on n'a pas arrêté de déménager. Tu sais pourquoi on dit alerte rouge ? C'est quand il y a des tirs. Et comme le sang il est rouge, alors on dit alerte rouge. Bonsoir Solène Chalvon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va reparler de cet extrait qu'on vient d'entendre dans un instant. Les téléspectateurs de France 5 vont découvrir dimanche dans le monde en face, c'est le lendemain du 8 mars, vos deux documentaires, Fragments de guerre et Femmes du 7 octobre. Dans l'un, nous sommes à Gaza et en Cisjordanie. Dans l'autre, nous sommes en Israël. Le point commun, c'est que seules des femmes parlent. Et l'autre point commun, Solène Chalvon, c'est votre intention de départ. C'est ce que vous vouliez, vous le dites d'emblée d'ailleurs, c'est éviter le cliché, les femmes dans le Caire, les hommes dans la guerre. Dans les deux camps, vos personnages subissent la guerre, mais aussi l'alimentent, les uns comme les autres. Oui, c'est vraiment l'idée, pour moi, l'idée principale, en fait, de ce film, et d'ailleurs d'autres films que j'ai pu faire dans les conflits, parce que même quand les pays ne se ressemblent pas, il y a comme ça, je sais pas comment vous dire, il y a des invariants, il y a cette façon éternelle de regarder les femmes dans la guerre comme des piétas. Je le sais d'autant plus que je suis journaliste et que je vois le travail produit par mes confrères. J'étais frappée par exemple, de voir que l'image de la femme palestinienne qui revenait très fréquemment, c'était donc ou cette mère éplorée, ou alors cette mère qui se félicite de son fils mort en martyr. Et vous voyez bien dans le film, dans celui-ci comme dans le suivant, vous voyez bien que en fait ces femmes sont là où vous ne les attendez pas du tout. Et d'ailleurs, il y a l'une de vos personnages palestiniennes qui dit non mais attendez, les Palestiniennes sont beaucoup plus diplômées que les hommes, c'est elles qui font des études. Alors de fait, elles transmettent aussi la lutte à leurs fils, mais celles qui sont éduquées, celles qui sont diplômées, c'est elles. Là aussi, l'image d'Épinal de la Palestinienne en piéta et dans sa cuisine, on est très très loin de ça. Oui, on est très loin de ça, et il faut se demander aussi, il faut se remettre en question en tant que journaliste, en tant que média, pourquoi est-ce qu'on continue de perpétrer en fait ces clichés qui, en fait, par moments, ce qu'ils font vraiment, c'est de la misogynie. Je dis ça souvent, c'est vraiment de la misogynie, parfois totalement inconsciente. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous et moi, même quand on continue de parler de situations comme celle de Gaza ou d'Israël, on dit le bilan humain, là, c'est, écoute, les 2/3 des morts ou des blessés sont des femmes et des enfants. Mais qu'est-ce que c'est que cette expression des femmes et des enfants ? Mais en fait, il n'y a pas de civils chez les hommes, et les femmes ne sont pas des adultes, et les femmes ne seraient pas politisées. Vous voyez, je vous donne un exemple, mais il y en a tellement, et c'est vraiment ces clichés-là que j'avais envie de démonter, et j'avais aussi envie de montrer que les femmes peuvent être violentes, et qu'il faut aussi regarder cette réalité de face. Et elles le sont de part et d'autre, on va y venir. J'ai voulu qu'on entende les enfants d'abord, les deux petites filles, parce que là, pour le coup, les enfants, elles ont 7 ou 8 ans, toutes les deux. 7 ans toutes les 7 ans toutes les deux. Les enfants, pour le coup, là, ce sont les mêmes. Dans ces deux mondes qui ne se rencontrent pas, on parlera des femmes dans un instant et de ce qu'elles véhiculent aussi. Mais là, on peut les confondre, ces deux petites filles. On peut les mettre d'un côté ou de l'autre. Tout à fait, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir commencé par ça, parce que la raison pour laquelle les enfants sont si présents dans le film, c'est parce que justement, l'enfance, c'est l'âge de l'innocence, et ce mot, il est très important dans la guerre, ce mot tellement facile, innocent, dans innocence. Et je voulais absolument des enfants parce que, en fait, dans cette période où tout est en permanence, ou Gaza notamment, parce que c'est fermé, parce que c'est bloqué, en fait fait l'objet de fantasmes, de récupération, de complots, etc., avec un manque d'informations de qualité telle, en fait, l'enfant me permet justement d'échapper à cette instrumentalisation. On va pas me dire, moi, que je suis capable de faire dire à une petite fille de 7 ans, quand elle regarde un bateau, échappe-moi, prends-moi, arrache-moi des bombardements. Elle peut pas mentir. Et c'est pour ça que je voulais absolument mettre le paquet sur les enfants. Vous avez le droit d'assumer l'émotion aussi, par ailleurs, d'un côté comme de l'autre. Et le biais des enfants fonctionne bien aussi pour ça. Vous ouvrez votre film sur cette petite gamine qui est à Gaza. Oui, parce que en fait, je considère que, je n'ai pas honte de le dire, d'ailleurs, je travaille beaucoup sur la guerre, je suis journaliste, mais depuis des années, mais en fait, je crois que de plus en plus, j'ai envie de tendre vers la compréhension émotionnelle des choses. C'est-à-dire que quand on arrive à des niveaux de tension sur le terrain, où les gens vous disent les yeux dans les yeux, non mais nous on doit tuer pour survivre, quand vous entendez des mots pareils, en fait, vous êtes ramené à ce qui fait notre essence, l'essence de notre taf de journaliste, c'est-à-dire un devoir d'humanité et de montrer le visage de l'autre et dans des émotions qui évidemment ressemblent aux vôtres et aux miennes. On ouvre une parenthèse, vous l'avez dit, on rentre pas dans Gaza, il n'y a pas de
journaliste étranger dans Gaza, et pourtant on la voit vivre, cette petite fille, avec sa famille, avec sa tante notamment, qui a perdu son mari et qui est journaliste. Racontez-nous qui la filme, comment vous récupérez ces images-là, comment ça marche? Et vous faites bien de dire on la voit vivre, car on ne la voit pas survivre. Non, c'est-à-dire malgré on la voit la mère aussi. Bien on sûr, la voit malgré la tragédie, en fait, j'étais, et d'ailleurs sa tante, Shourouk Ayla, formidable consoeur palestinienne, qui a vraiment empoigné ce tournage à mes côtés, qui étaient mes yeux, en fait, sur place, puisqu'évidemment on ne pouvait pas rentrer. On a eu envie, en fait, ensemble, de montrer de quelle façon, et d'ailleurs elle le dit dans ses mots, elle dit, on essaye de préserver le sens de la vie chez eux, et ça passe notamment par des mensonges. Donc on dit pas que on va dans le camp, on dit qu'on va au camping pour jouer avec les insectes. On montre jamais les images. On ne montre pas les images, et je voulais faire ça parce que moi, en fait, je sais pas vous, mais moi je suis en burn-out de violence. En fait, les images d'enfants qui me parviennent de ce conflit sont des enfants morts, en Israël d'ailleurs aussi, en Palestine. Et en fait, non, les enfants c'est le souffle de la vie, et je voulais les voir justement dans cette pureté de la vie qui manque tellement en ce moment autour de nous. Je voudrais qu'on passe d'un côté et aussi de l'autre. Ce que vous nous montrez là à Gaza, cette petite fille dans son quotidien, c'est inédit parce qu'on ne le voit pas. Il y a autre chose qui est édifiant de l'autre côté. Alors on a déjà entendu cette femme puisqu'elle a été témoignée jusqu'à Washington, mais c'est l'une des seules, c'est la seule. Elle s'appelle Amit Soussana, c'est la seule otage israélienne qui a accepté de dire oui, j'ai été violée, il y a bien des violences sexuelles. Ce témoignage, il est long, il est extrêmement fort. Et surtout, encore une fois, c'est la seule qui le dit, cette femme. Oui, et c'était primordial pour moi de la voir dans mon film, parce que les violences sexuelles du 7 octobre ont suscité tellement en fait, un tel chaos, un tel fracas, à la fois sur les réseaux, mais aussi politiquement. En fait, cette parole a été tellement récupérée par des gens très très différents, de bords très différents d'ailleurs, qu'encore une fois, en fait, on a parlé à la place des femmes. Et donc, je ne voulais pas faire un film sur cette souffrance spécifique sans qu'une femme soit en capacité de le raconter. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est la façon dont elle le raconte. Amit Soussana, quand elle parle de ces violences sexuelles, que je ne caractérise pas à dessein, puisque c'est ce qu'elle elle-même, elle reste publique. Quand elle parle de ça à Gaza, en fait, elle vous fait penser à Muriel Pénicaud. Vous voyez, elle emploie des mots qui sont des mots que nous entendons autour de nous, qui sont « je n'ai pas à avoir honte, je n'ai pas à me cacher, c'est lui qui a à avoir honte ». Cet acte ne définira pas ma vie. Et d'ailleurs, elle casse aussi d'autres clichés sur les violences sexuelles, parce qu'elle dit, mais vous savez, moi, quand on me demande ce qui a été pire à Gaza, je vous dirais pas le viol. Parce qu'en fait, quand on me tabassait, on le faisait devant d'autres. Donc, d'une certaine manière, pour moi, c'était plus humiliant. Tous ces clichés qu'on peut avoir sur l'intimité féminine, c'est aussi ce que je voulais vraiment démonter à travers ce film. Et alors, c'est vraiment une pure civile, c'est l'une de ces personnes qui a été prise dans ce moment absolument tragique. Et encore une fois, si on fait l'aller-retour, de l'autre côté, en Cisjordanie, il y a Aya, dont la sœur Eba est morte, victime d'une opération militaire à Tulkarem. Elle est morte parce qu'elle était sur le pas de la porte. Il n'y a pas plus bête. Enfin, c'est terrible à dire comme ça. Et j'ai eu le sentiment, et vous allez me dire si je me trompe en vous regardant, que puisqu'on sait mettre des visages, notamment sur Amit qui s'est fait violer, il faut savoir mettre aussi des noms et des visages sur les autres femmes. Et il y a enfin un visage, parce que c'est peut-être ça aussi la différence entre les victimes palestiniennes et les victimes israéliennes, hélas. Les victimes palestiniennes ont rarement un nom et un visage. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on passe tellement de temps à Gaza dans le film, dans le premier film. C'est le fragment qui est le plus long, parce que comme vous l'avez dit, un enfant c'est un enfant, une victime civile c'est une victime civile. Comment se fait-il qu'on soit incapables tous, même dans notre modération, avec humanisme, juste de s'offusquer? On n'est pas capable de s'offusquer du fait qu'aucun d'entre nous autour de la table là ne puisse mettre un nom sur un enfant de Gaza. Et ils sont plus de 14 000 à avoir été tués à Gaza. C'est pas moi qui le dis, c'est l'UNICEF. Donc là, et le visage d'Aya dont vous parlez, je tiens vraiment à valoriser cette femme qui a pour moi été la plus grande rencontre de ce film, parce que j'ai jamais vu quelqu'un avec une telle dignité perdre sa sœur, nous permettre, sa sœur jumelle, d'ailleurs elle dit c'est sa chair, et en 5 minutes d'interview, c'est quelqu'un qui démolit tous les clichés islamophobes que vous pouvez entendre. Cette jeune fille qui respirait la vie, qui faisait des cours de Zumba tous les mercredis, et en fait qu'elle va voir au cimetière quelques jours plus tard, en assumant de dire que sa foi l'aide à tenir. C'est une famille vraiment magnifique, et qui, voilà, c'est une morte invisible. C'est une morte invisible, Eba. Elle meurt, personne connaît son visage. La presse internationale, heureusement le New York Times récemment a fait une enquête sur elle, mais sinon elle meurt en silence, et on trouve ça normal. Solène Chalvon, je voudrais qu'on écoute ça.
Je considère que toute la société israélienne est militaire. Pour moi, soit ils sont des soldats, soit ils sont des réservistes, soit ils sont des colons. Le 8 octobre, j'étais si chamboulée que je n'ai pas pu quitter mon lit. À un moment, je me suis dit que j'avais un devoir envers mes enfants, le devoir de me soucier de comment les protéger. J'ai beaucoup d'espoir pour mon peuple, je sais qu'il saura lutter. Solène Chalvon, vous, évidemment, vous les reconnaissez, ces femmes-là. Mais si nous qui écoutons, on n'y prend pas garde, on ne sait pas. Alors si au début de l'israélienne, de la palestinienne, pardon, on s'en rend compte, mais sinon en écoutant ces mots, on ne sait pas de quel côté nous sommes. En fait, ce sont les deux, ce sont les deux pires, les plus combattantes, les plus belliqueuses de vos deux documentaires. Et moi, je me suis demandé, et vous allez me dire là aussi si je me suis trompée, si c'était pas ça la raison pour laquelle vous avez fait 2 films et pas un seul film, en fait, avec les 2 camps, pour pas qu'on mette dos à dos ces 2 paroles-là, ces 2 misères-là, les propos belliqueux de part et d'autre. Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle il y en a 2, pour éviter qu'on compare, en fait, tout simplement? Oui, alors je reviendrai sur ces portraits qui sont très importants pour moi. Bien sûr, je voulais pas qu'on compare, en fait, 2 territoires qui n'ont rien à voir. Ces femmes ne se croisent pas, n'ont aucune raison de se croiser, et en plus, non seulement je veux pas qu'on les compare et elles ont des douleurs qui sont pas hiérarchisables, mais par ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de montrer les fractures à l'intérieur de la société israélienne, à l'intérieur de la société palestinienne, et que quelqu'un comme vous ou moi soit en capacité de se dire, mais tiens, et donc les Palestiniennes, c'est quelqu'un comme Chourouk, parfaitement bilingue, anglais à Gaza, et donc c'est cette femme comme Safié, cette espèce d'ambulancière badass. Et ces fractures-là, en fait, on pouvait les mesurer qu'avec 2 objets séparés. Maintenant, pour revenir à ces 2 femmes glaçantes, très rapidement. Elles sont glaçantes, Elles sont très importantes. Pourquoi ? Parce que là, en fait, c'est pas une question de féminisme. C'est que si on ne comprend pas que le Hamas mise sur des femmes éduquées pour propager la cause, si on ne sait pas que les femmes dans l'entreprise de colonisation peuvent être les têtes de proue, arriver avec les gosses à droite, à gauche, étendre le linge, aller à l'école le lendemain, et donc s'implanter par moment. C'est d'ailleurs ce qu'elles font, parce qu'elles vivent dans une colonie illégale. Bien sûr, d'ailleurs, elles racontent, dès qu'on l'a détruit, on l'a refait. Et vous dites, et moi ça m'a scotché, que depuis le 7 octobre, il y a eu 9 colonies illégales, dont 2 sont des colonies de femmes. Bien sûr, et c'est un mouvement en progression, et elle le dit avec vraiment une sincérité qui est totalement glaçante. Elle dit, on s'implante, on fait le taf en communauté entre femmes, et ensuite on fait venir les hommes pour s'accroître démographiquement. Et personne ne sait ça, puisqu'on pense toujours que les femmes sont des suiveuses, et que la guerre est finalement toujours une affaire d'hommes. Et c'est ça qui est dingue dans ces 2 films, c'est qu'on est, on est scotché par ces 2 femmes-là, mais on peut être aussi très ému par 2 femmes de part et d'autre. Enfin, on change aussi dans notre manière de voir les choses d'un film à l'autre. Je ne peux que conseiller nos auditeurs de regarder ces 2 documentaires avec les femmes palestiniennes, avec les femmes israéliennes. Ça se passe dimanche, Fragments de guerre et Femmes du 7 octobre, à partir de 20h10 sur France 5 dans Un monde en face. Merci Solène Chalvon. Merci de votre invitation. Merci 1000 fois. La suite, ce soir, ça se passe au Japon, dans les petites îles qui sont aux premières loges d'un potentiel autre conflit, celui entre Taïwan et la Chine. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, les amis, il y a Kevin Dufresne sous les radars. En Nouvelle-Zélande, bataille de non au Parlement. Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon. Salut Franck. Salut Fabienne, bonsoir à tous. Et si Trump avait, au moins en partie, raison sur l'Ukraine? La tech, la première, est Stéphane Jourdain. Bonsoir Fabienne, on parle de Richard Nixon, de Bruce Lee et de robots humanoïdes qui rangent vos courses dans le frigidaire, même les œufs. Voilà, mais lentement, ne bougez pas, nous revenons avec un petit détour par Nashville, tiens, comme hier, le blues d'Early James qui raconte les laissés pour compte du rêve américain. Finalement, on y revient toujours. God and Swinging, c'est dans la playlist d'Inter. Oh, I'm playing duck, duck, goose inside a chicken coop. Am I the fox? Am I the hound? Am I the verb? Am I the noun? Did I fall in love with a villain? Someone who'd kill to make a living? Well, I'll never die a hero, so let me go down swinging.
Red Rover, come on over. Gonna need a hearse, don't need a chauffeur. Did I fall in love with a villain? Someone who'd kill to make a living. Well, I'll never die the hero. So let me go down swinging. I hear the fat lady singing. So let me go down swinging. Le reportage d'un jour dans le monde ce soir est au Japon, sur l'île Yonaguni. Dès avant l'invasion de l'Ukraine par les Russes, et plus encore depuis, les habitants des îles de l'extrême sud japonais redoutent un conflit à Taïwan, ce qui les oblige à accepter ce que beaucoup détestent, une présence militaire de plus en plus envahissante. Et le reste, c'est Karine Nishimura qui raconte. Le plus souvent, les 38 bateaux de pêche de la coopérative de l'île de Yonaguni voguent tranquillement et reviennent au port, fiers de leur prise des Kajiki Maguro, une sorte d'espadon symbole de la région. Mais parfois, ils ne sont pas sereins du tout, assure le patron de la coopérative de pêche, Shigenori Takenishi. En temps normal, les exercices sont simplement des manœuvres de bateaux de guerre en mer. Mais lors de ce d'août 2022, il y a eu des tirs de missiles. Et là, je peux vous dire que c'était très effrayant. Car Yonaguni n'est qu'à 111 km de Taïwan et voit passer beaucoup de navires chinois, des bateaux de guerre. Le maire de cette île de 1680 habitants, Kenichi Itokazu, lui, revendique avoir été l'un des premiers à mesurer le danger et réclamer des moyens de défense. Il y a de cela environ 30 ans, alors que Pékin commençait à construire des îles artificielles dans la mer de Chine méridionale, on n'appelait pas cela base militaire. Mais même si des voix disaient que c'était dangereux, les Américains, et encore moins le gouvernement japonais, n'y prêtaient pas du tout attention. Avec d'autres, nous sommes allés demander au gouvernement le déploiement de forces pour défendre la région. Et c'est ainsi qu'en 2016, une base des forces d'autodéfense a été installée à Yonaguni, aux grandes dames du pêcheur Takenishi. La place prise par la construction d'installations militaires sur une si petite île est de plus en plus importante. Elle crée peu à peu un déséquilibre en termes de surface occupée. Mais une grande partie des habitants semble pourtant résignés, échaudés par les manœuvres militaires de la Chine autour de Taïwan. On n'a pas d'autre choix que de coexister avec les militaires pour protéger cette île. À mon avis, la réalité est que si on les mettait dehors, nous, seuls citoyens, aurions bien du mal à pouvoir continuer de vivre ici. Cette année devraient être déployées sur l'île des batteries antimissiles et d'autres installations sur tout un pan sud de ce petit territoire qui, il y a une vingtaine d'années seulement, se voyait pourtant devenir un paisible lieu de tourisme et d'interaction entre populations asiatiques. Désormais, les habitants de Yonaguni sont habitués à voir aussi des avions chasseurs japonais basés à Nara, sur l'île principale d'Okinawa, qui surveillent et rappellent à l'ordre des aéronefs et bateaux chinois se rapprochant un peu trop près du Japon. Les militaires observent des évolutions nettes des activités de Pékin dans la région, selon le major Nakashima des forces d'autodéfense. Tout en faisant évoluer la relation américano-japonaise, il est extrêmement important pour nous de renforcer notre dissuasion en multipliant les exercices conjoints, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec d'autres pays de la région, à commencer par l'Australie. Même s'il ne le dit pas ainsi, la hantise du gouvernement japonais est que les États-Unis ne soient pas, le cas échéant, si enclins à protéger activement le Japon, surtout avec un président aussi imprévisible que l'est Donald Trump. Karine Nishimura pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne.
C'est d'abord en Thaïlande que nous sommes. Une ligne aérienne est suspendue. Oui, à cause du smog, ce brouillard de pollution que le pays connaît chaque hiver. Il y en a tellement dans certaines régions qu'il est impossible pour les avions de voler en toute sécurité à cause du manque de visibilité. D'où cette décision de Bangkok Airways, interrompre la liaison entre la capitale et l'aéroport de Mae Hong Son, une province touristique du nord du pays. Interruption jusqu'au 20 avril tout de même. Cette pollution annuelle est un enjeu majeur en Thaïlande. Le mois dernier, des centaines d'écoles sont restées fermées à Bangkok en raison du taux de microparticules qui dépassait largement le seuil de dangerosité. Plus d'1 million de Thaïlandais ont souffert de maladies liées à la pollution l'an dernier, d'après le ministère de la Santé. Cette pollution est surtout due au brûlis pratique des agriculteurs pour préparer leurs champs à la prochaine récolte. C'est interdit depuis le début de l'année, mais les autorités peinent à faire respecter la loi. Nous sommes en Nouvelle-Zélande avec une polémique sur le nom du pays. D'où ce rappel hier du président du Parlement, Jerry Brownlee. Aotearoa, le nom maori de l'archipel, est utilisé régulièrement, y compris sur les passeports ou la monnaie. Il peut donc être utilisé aussi au sein de la Chambre des représentants. Mise au point très claire, quelques jours après l'attaque virulente du vice-premier ministre néo-zélandais Winston Peters contre un député vert, Ricardo Menendez, qui en séance a utilisé le nom Aotearoa. Pourquoi quelqu'un qui a immigré dans un pays appelé Nouvelle-Zélande en 2006 se permet-il de changer le nom de ce pays, a lâché le leader du parti populiste qui s'appelle New Zealand First. Ça rappelle quelque chose d'autre, une manière en fait de souligner que Ricardo Menendez est né au Mexique. Le député a donc dénoncé une attaque xénophobe. Winston Peters, en tout cas, n'en démord pas, alors qu'il est lui-même maori. Il estime que l'utilisation d'Aotearoa n'est pas légitime parce que le peuple néo-zélandais ne s'est jamais prononcé sur cette question. Et puis nous voici au Canada pour un combat acharné. Oui, vous aurez reconnu bien sûr d'un côté la bernache du Canada et de l'autre le pigargue à tête blanche. Vous voyez, je m'amuse bien en cherchant des sons pour cette chronique le matin. La semaine dernière, Mervyn Sekera se promène en famille au bord d'un lac gelé de l'Ontario. Quand le pigargue, donc un aigle, fond sur la bernache, une espèce d'oie, s'ensuit une véritable bataille de 20 minutes immortalisée par Mervyn car il est photographe spécialisé dans les animaux. Et voilà que la nature reflète l'actualité puisque ce sont en fait les animaux symboles du Canada et des États-Unis qui s'affrontent ici. L'oie d'un côté, Canada Goose en anglais, c'est même, vous le savez peut-être, une marque de vêtements. Et puis cet aigle à tête blanche, oiseau national des États-Unis que l'on voit un peu partout. Au Guardian qui l'interroge, le photographe a dit qu'il n'avait jamais vu un pigargue s'attaquer à quelque chose d'aussi gros que cette oie. Figurez-vous que face à la résistance de sa proie, l'aigle a fini par s'envoler. Si vous voulez voir ces clichés assez incroyables, je les ai mis sur la page de la chronique. Vous cherchez Sous les radars sur franceinter.fr. Voilà, à côté de vous, il y a Stéphane Jourdain. Il ira vérifier si c'est pas de l'IA. Mais c'est sûr que c'en est pas. Kevin, merci beaucoup. Vous partez avec un autre son d'Amérique du Nord, celui de Son Little, qui a été, c'est ce que me souffle Thomas, notre réalisateur, un coup de cœur de l'émission Open Jazz de Culture. Il y a quelques années, ça s'appelle Cross My Heart et c'est sur Inter.
Sun Little, Cross My Heart sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h49, c'est Franck Madvaux. How dare you? Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, et si Trump avait raison sur l'Ukraine, hypothèse évidemment peu audible au moment où les Européens sont réunis à Bruxelles pour répondre au rapprochement entre Washington et Moscou. Ce soir, vous nous dites pourquoi, en tout cas, les arguments du président américain ne peuvent pas être tous jetés aux orties. Depuis l'investiture de Trump et plus encore depuis 2-3 semaines, la sidération emporte tout. Les États-Unis semblent avoir renoncé à l'ordre international instauré après la Seconde Guerre mondiale. Ils parlent à une Russie au banc des nations depuis son invasion de l'Ukraine. Ils adoptent le narratif de Poutine et humilient le président Zelensky à la Maison-Blanche, celui que tous les Européens considèrent comme la victime. L'administration Trump a pour priorité la signature d'un accord avec l'Ukraine sur les minerais. Les garanties de sécurité, on verra plus tard. Message à l'Europe au passage, il est temps de vous occuper de votre sécurité, on ne vous protégera plus. Ce récit est largement diffusé, y compris par nous, ici à France Inter. Il n'est pas contestable, mais il ne doit pas nous empêcher de nous attarder sur le raisonnement de Trump. Mais alors, vous parlez de quel raisonnement ? Trump lui-même n'est sans doute pas celui qui l'énonce le mieux, mais l'argumentaire est assez clair quand on écoute les principaux responsables américains, notamment le vice-président J.D. Vance. En résumé, cette administration républicaine estime que l'Ukraine, c'est loin. Protéger ce pays n'est pas d'un intérêt vital pour les États-Unis. De toute façon, l'Ukraine ne gagnera pas la guerre qu'on ne peut pas financer indéfiniment. Il faut donc un cessez-le-feu. Zelensky doit l'accepter. Les garanties de sécurité pour l'Ukraine viendront après. Et l'engagement de Washington sera limité. Jamais le Pentagone n'enverra de soldats en Ukraine. Mais ce discours, il est recevable ? En tout cas, il est cohérent. L'argumentaire est évidemment plus discutable quand il est assorti de désinformation, de mensonges. Par exemple, l'idée que Zelensky a provoqué la guerre, qu'il est très impopulaire et se comporte comme un dictateur, ou que l'Europe a beaucoup moins donné à l'Ukraine que les États-Unis. Mais pour le reste, Trump appelle à la paix et s'appuie sur des constats aujourd'hui admis par presque tous les experts. L'Ukraine ne pourra pas gagner la guerre, ce qui ne veut pas dire qu'elle l'a perdue. Le conflit doit s'arrêter et il faudra bien qu'un dirigeant prenne langue à un moment avec Poutine. À ces différents points s'ajoute un argument un peu plus sophistiqué. Les États-Unis doivent parler à la Russie pour l'éloigner de leur principal rival, la Chine. Joe Biden n'a cessé de taper sur Poutine pendant son mandat et c'est contre-productif. La Russie s'est ainsi rapprochée de régimes dangereux, la Chine donc, mais aussi l'Iran ou la Corée du Nord. Donc vous nous dites que Trump aurait raison. Évidemment, ce serait trop simple d'en arriver à cette conclusion. N'oublions pas les raisons pour lesquelles l'Europe et les États-Unis ont soutenu l'Ukraine. D'abord, le droit international. Le pays a été agressé par la Russie, ses frontières ont été violées. Et puis, si nous ne soutenons pas l'Ukraine, Poutine ne s'arrêtera pas là et d'autres dictateurs s'en inspireront. Mais garder ces principes en tête ne nous interdit pas d'écouter Trump. Oui, la paix est souhaitable. La victoire de l'Ukraine n'est sans doute pas réaliste et les États-Unis prennent leur distance. Ils ne feront rien ou pas grand-chose pour garantir la sécurité de l'Ukraine. L'Europe avance dans sa réflexion, on le voit aujourd'hui à Bruxelles, mais elle compte peut-être encore un peu trop sur l'espoir de convaincre Trump de tendre la main à Kiev. Franck Madvaux, vous allez recevoir du courrier. Merci beaucoup. Le jeudi, c'est la Tech la première et c'est Stéphane Jourdain. France Inter, le 18-20. Et Stéphane, cette semaine, vous nous parlez de la course que se livrent les États-Unis et la Chine pour mettre au point des robots humanoïdes. Ces robots bipèdes, pilotés par une intelligence artificielle, arrivent dans nos usines et bientôt peut-être dans nos foyers parce que cette course s'accélère. Et oui, après Rambo, il était temps qu'on parle un peu de Bruce Lee dans cette chronique. Et cette semaine, la vidéo d'un petit robot chinois en inox d'1m32, 35 kg m'en donne l'occasion. Sur cette vidéo, on voit le G1, c'est son petit nom, de l'entreprise Unitree, exécuter des mouvements de kung-fu à la manière d'un Bruce Lee, notamment le très impressionnant Xuan Feng Jiao ou coup de pied tornade. Pour vous le décrire, le robot lève une jambe, il fait un coup de pied circulaire, il perd un peu l'équilibre, puis il se rattrape in extremis, ça va très vite et c'est très fluide. Et c'est vrai qu'il est assez souple, à tel point que vous avez eu un gros doute sur cette vidéo. Oui, un gros doute comme ce collègue qui m'a écrit « Écoute, j'ai regardé la vidéo 32 fois, je n'arrive pas à y croire ». Du coup, on a appelé une spécialiste, Serena Ivaldi, chercheuse italienne spécialisée dans la robotique à l'INRIA.
Alors, ces images sont-elles bien réelles ? Alors, l'Unitree qui fait les kung-fu, oui. Que ce soit réel, c'est réel. C'est réel, parce que je ne pensais pas que des robots humanoïdes pouvaient déjà faire ça. En fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré des bases de données des mouvements des humains et ils ont fait, en gros, un training. Et après, ils les portent sur le robot. C'est pour ça que notre laboratoire a acheté aussi un robot comme ça. Alors l'humain, c'était ni vous ni moi, mais ça marche bien. L'INRIA a donc acheté un robot Unitree pour son centre de recherche à Nancy. Donc on peut déjà l'acheter ? Oui, il est disponible en précommande, prix catalogue $25 000. Avec ses 43 moteurs d'articulation, dit l'annonce, il dépasse l'agilité d'un humain typique. Agilité façonnée à Hangzhou, la Silicon Valley chinoise, à l'est du pays, où Unitree fait partie des 6 petits dragons, ces start-up tech très prometteuses, parmi lesquelles DeepSeek. En même temps, je pense que je ferais un robot qui fait du kung-fu dans mon salon. J'ai des idées. Alors, il a mis un gros coup de vieux quand même à l'un de ses principaux concurrents. Oui, l'américain Figure AI, qui vient lui aussi de sortir une vidéo en quête d'effet waouh. On y voit 2 grands robots noirs dans une cuisine et ce type qui leur confie une mission. Alors, même si c'est la toute première fois que vous voyez ces aliments, je voudrais que vous utilisiez votre nouvelle IA Helix et que vous les rangiez ensemble au bon endroit. OK pour vous ? Dans la suite de la vidéo, les 2 robots s'exécutent. L'un met les œufs dans le frigidaire, l'autre range les biscuits dans le placard et comble du raffinement. L'un passe même le fromage râpé à l'autre pour qu'il le range dans le frigidaire. Il change de main, c'est fou. Et il change de main, même si c'est assez lent. La promesse, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, ce robot est capable de ranger des objets qu'il n'a jamais vus avant. Et alors, au-delà de ces 2 robots, Stéphane, il y a depuis quelques mois une grosse effervescence dans le secteur des robots. Une effervescence qui rappelle la concurrence acharnée dans le secteur des assistants conversationnels comme ChatGPT, selon notre chercheuse. Les derniers 6 mois même, il y a une explosion des nouveaux robots humanoïdes. Il y a même des sites maintenant qui font les répertoriages de tous les robots humanoïdes. Vous pouvez en voir, il y en a plein. Là, chaque jour, il semble qu'il y a un nouveau robot qui sort. Figure a installé ses premiers robots dans les usines BMW. Tesla promet de vendre les siens au grand public en 2026. Et alors, dans cette course aussi, les Chinois sont peut-être en train de passer devant les Américains. C'est la conviction de Rodolphe Gelin, spécialiste de robotique, expert IA chez Renault. Les Chinois sont-ils en train de dépasser les Américains ? Oui, assez clairement. Je pense qu'aujourd'hui, les Chinois, ils prennent le lead. Ouais, pendant longtemps, en Amérique, il y avait Boston Dynamics qui est un peu l'arbre qui cachait la forêt. Et alors que les Chinois, ils s'y sont mis en masse, quoi. Il y a des tas de boîtes qui font des robots humanoïdes en Chine. Il y en a plein qui vont couler, un peu comme on a vu avec l'automobile, quoi. Et sur la quantité, il y en a qui vont aller au bout. Eux, ils peuvent vraiment déployer une force industrielle pour arriver à leur fin qui est spectaculaire, quoi. C'est vraiment une espèce de rouleau compresseur. Quand la Chine se met sur un sujet, ça débouche généralement. Même question à notre experte italienne. Je pense. C'est vraiment à la pointe maintenant. Et il y en a plein. En Chine, il y a 40 startups de robotique humanoïde. C'est énorme, énorme. Et l'Europe dans tout ça ? Les Européens, ils n'ont pas les mêmes investissements qu'ils arrivent à récupérer les Chinois et les Américains. Alors, Américains ou Chinois, Stéphane, est-ce qu'on se rapproche du moment où les robots pourront plier le linge chez nous en notre absence ? C'est la question Fabienne. Réponse de Rodolphe Gelin. Alors oui, on s'en rapproche. Après, reste le problème de la manipulation fine. On a vu des vidéos de robots qui s'entraînaient à plier du linge et à sortir la vaisselle du lave-vaisselle. Ce sont des choses qui se rapprochent, qu'on voit de plus en plus. De là à dire que, pour moi, il faut bien 5 à 10 ans avant que ça soit des objets vraiment du quotidien et qui fassent ces tâches-là pendant qu'on n'est pas là. 5 à 10 ans. D'ici là, il faudra ça régler... va pas être bien rangé chez moi, du coup. Il faudra régler la question du prix et de la sécurité. Quand on aura un robot humanoïde auprès d'un petit enfant ou d'une personne âgée, vous voyez bien que les garanties qu'il faut apporter sur sa stabilité, sur la maîtrise des efforts qu'il exerce sur son environnement est beaucoup plus importante que quand on est dans un environnement professionnel. C'est que ces robots ne sont pas encore aussi agiles que Bruce Lee. Bruce Lee, né à San Francisco, élevé à Hong Kong de parents chinois. En 1971, il est interrogé à la télé américaine sur le réchauffement des relations entre la Chine et les États-Unis, voulu par Nixon. Vous savez,
avec l'ouverture de la Chine, on va mieux se comprendre des deux côtés. Et de cette rencontre, entre deux mondes, peut-être même, soyons fous, que de nouvelles choses vont émerger. C'est une période très riche qui s'ouvre. C'était il y a 50 ans. Cette nuit, le secrétaire à la défense américain a déclaré que les États-Unis étaient prêts à faire la guerre à la Chine. Voilà, le progrès fait rage, comme dirait quelqu'un. Stéphane Jourdain, La Tech, la première, merci beaucoup.